Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Tressac et je suis donc enseignant-chercheur depuis une quinzaine d'années, un petit peu plus, au Centre AgroParisTech de Kourou, en Guyane française. Voilà. Et je vais donc commencer cette conférence sur l'impact du changement climatique sur nos forêts ici en Guyane, en tentant de faire un premier partage. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran affiché? C'est Parfait. OK. parfait. Voilà, donc, alors aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais bien entendu, ce que je vais vous présenter est le résultat de travaux de très nombreux collectifs. Et donc, le principal, c'est donc l'unité mixte de recherche EcoFOG pour écologie des forêts de Guyane. Et puis là, j'ai mis les logos des principales tutelles euh, dont les contributeurs significatifs à ces résultats font partie. Donc, le CIRAD, l'INRAE, l'Office national des forêts pour une cellule de recherche et développement qui est à Cayenne, et puis bien sûr, AgroParisTech. Alors, pourquoi en fait cette conférence sur l'impact du changement climatique sur les forêts tropicales? C'est que bon, là maintenant, c'est de notoriété publique, ou presque, que ces forêts tropicales sont au cœur du changement climatique. Alors, pour des raisons pour lesquelles on va revenir, mais la plus évidente et la mieux connue, c'est qu'en fait, ces forêts sont un stock énorme de carbone, donc 200 à 3 millions de tonnes, 200 à 300 millions de tonnes en fait. Mais alors, c'est un stock qui est... donc, toi, ce sont des estimations, et les estimations, enfin, ce stock est très dynamique, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, je prendrai toujours un petit peu des pincettes. Mais d'après une review qui fait un peu date quand même, en 2018, donc on peut établir ce montant-là, sachant que en fait, on a des entrées et des sorties qui sont importantes tous les ans, de 70 tonnes, millions de tonnes, pardon. Donc ça fait, vous voyez, 200 à 300 millions de tonnes pour 70 tonnes millions de tonnes qui vont et qui viennent tous les ans. Il faut faire attention quand on fait les estimations. Alors, on sait depuis la fin des années 90 que ces forêts tropicales sont un puits, c'est-à-dire que les forêts tropicales stockent du carbone. C'est aussi pour ça qu'elles sont importantes quand on parle de changement climatique. Donc, a priori, elles auraient stocké le tiers des émissions qui ont été faites depuis les années 60. Mais en fait, aujourd'hui, enfin en tout cas depuis les années 90, ce puits en fait est globalement nul parce que dans le même temps que des forêts vivantes stockent du carbone, un peu plus qu'elles ne devraient, en fait on a des forêts qui disparaissent et qui donc sont brûlées ou sont transformées et donc émettent énormément de CO2. Du coup, le bilan annuel est finalement assez nul. Ensuite, en fait, il faut savoir que ces forêts tropicales, contrairement, un petit peu plus que les forêts tempérées, ont des interactions très importantes avec les hommes. Donc là-dessus, vous pouvez aller voir le rapport FAO qui s'appelle État des lieux des forêts tropicales en 2024, et qui s'est vraiment axé sur non pas juste des mesures de surface, etc., mais tout un tas d'usages et d'interactions homme-forêt. Voilà. Et donc, ici en Guyane, cette question de l'impact du changement climatique sur le fonctionnement de la forêt est une des questions de notre unité de recherche. Euh, Sachant que je vais vous présenter essentiellement des résultats sur on va dire, en recherche dite fondamentale ou sur le fonctionnement de la forêt. Ici, à l'UMR-EcoFog, on fait aussi beaucoup de recherches sur tout ce qui est gestion et tout ce qui est l'application de cette recherche au territoire. Alors, j'ai préparé une présentation en 5 points. Euh, D'abord, je vais faire un point tout de même sur le climat sous les tropiques, en Amazonie et puis en Guyane, hein. Ensuite, je vais vous définir ce que c'est que la dynamique forestière naturelle et l'impact, on va dire, classique du climat. Ensuite, on fera une partie pour laquelle je ne peux pas passer à côté, qui est le bilan carbone des forêts tropicales, même si les forêts tropicales, ce n'est pas que du carbone. Où là, en fait, ce que j'ai commencé à dire en introduction, c'est qu'il y a vraiment une interaction entre la forêt et le climat.
Et puis on verra ensuite les recherches qu'on conduit sur l'impact pour tenter de comprendre l'impact du changement climatique sur la diversité des arbres. Et puis après, quelques perspectives. Alors, sur cette première partie, sur le climat, quatre points. On va voir d'abord les effets de la zone de convergence intertropicale, qui va définir ce que c'est qu'une année normale d'un point de vue climatique. Après, on verra ce que c'est les événements El Niño, La Niña dont on entend parler. Donc, j'essaierai de vous donner quelques précisions là-dessus, qui vont en fait être des années qui sont anormales, mais qui sont classiquement anormales, qui arrivent souvent en fait. Et puis après, on abordera un petit peu ce qui se passe en termes de changement climatique en cours, où on a commencé à avoir des années vraiment très anormales. Et puis après, je ferai un petit zoom sur des prévisions climatiques à moyen terme qui sont issues euh, du GIEC essentiellement. Alors, euh, donc il faut savoir que sous les tropiques, les climats sont drivés par la zone de convergence intertropicale. Alors cette zone, c'est un, elle est liée, enfin c'est une région sphère-Terre, enfin des zones sur le globe en fait où convergent les alizés. Donc vous pouvez le voir sur le graphique de droite. En fait, ces alizés vont avoir un mouvement horizontal qui converge vers l'équateur et qui va être globalement de, de l'est vers l'ouest. Et donc, il résulte de la mise en place de cellules de Hadley. Donc, vous voyez sur le graphe de gauche. euh, bon, ces cellules, elles sont. Alors, ça dépasse complètement mes compétences, hein, mais globalement, ces cellules sont liées à la rotation de la Terre et aussi à, à l'écart qu'il y a entre la perpendiculaire et le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Alors globalement, voilà ce qui se passe. Donc c'est le graphe du milieu. Vous allez avoir des alizés qui sont en vert ici en bas, qui vont donc converger vers l'équateur. Donc c'est de l'air qui est passé sur la mer, par exemple, qui va accumuler énormément d'eau. Donc cette eau va se réchauffer, monter dans l'air et donc créer des nuages avec énormément de pluie. Une fois que après l'air en fait, quand elle arrive dans les couches supérieures de l'atmosphère, il s'assèche en fait. Il va redescendre à peu près au niveau des tropiques, au sens tropique du Cancer, tropique du Capricorne, où là, cette fois, on va avoir une descente d'air qui va être euh, sec et chaud, en fait. Voilà, donc euh, cette zone intertropicale, cette zone de convergence intertropicale, elle va se déplacer au cours de l'année. Donc là, vous avez deux graphes, un en janvier, un en juillet, en fait. Et la ligne rouge, c'est on va dire, la ligne théorique de convergence des alizés, on va dire. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des zones tropicales comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest, où en fait, il va y avoir peu de variations au cours de l'année, parce que la zone de convergence intertropicale est toujours située au même endroit. Par contre, des zones comme la Guyane ou comme l'Asie du Sud-Est, il va y avoir des grosses variations de climat parce qu'on a donc la zone de convergence qui va passer plusieurs fois sur les régions. Donc c'est à cause de ça qu'on a un phénomène de mousson en, en Asie du Sud-Est. Hein. Donc, à la fin, on a des climats qui ressemblent enfin, des végétations qui ressemblent à cette carte. Donc, vous allez avoir globalement autour de l'équateur des climats tropicaux humides et globalement autour des tropiques, des lignes tropicales, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, des déserts en fait. Donc, le plus bel exemple est celui du Sahara. Alors, il y a des déserts aussi en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud aussi. Vous voyez que ces déserts, en fait, sont plutôt sur les côtes ouest, sachant que les alizés, eux, viennent de l'est et peuvent faire rentrer de l'eau plus facilement, en fait. Voilà. Donc, pour retenir, enfin, la grosse conclusion de ça, c'est que bien entendu, il n'y a pas qu'un seul climat tropical, il y en a beaucoup, et, et en fait, on a de très grandes variabilités spatiales de ce climat. Donc, le plus bel exemple, c'est le gradient qu'on a entre le Sahara et puis le bassin du Congo, en fait, où on passe d'un désert à une forêt tropicale humide. Et puis, il y a aussi des variations qui sont temporelles, donc avec l'exemple de la mousson en Asie du Sud-Est.
Alors voilà ce que ça donne si on regarde un petit peu l'Amazonie. Euh, on va avoir donc une variabilité qui va être liée à ce gradient, on va dire, tropique vers l'équateur, avec des zones donc plus humides autour de l'équateur et plus sèches quand on s'éloigne de l'équateur. Donc c'est ce qu'on voit ici sur le graphe en haut à droite, en fait, avec une saison sèche qui est quasiment pas marquée ou qui n'existe quasiment pas du côté de Belém, et une saison sèche bien marquée du côté de Goiás. Alors, du fait des alizés et des nuages qui vont être plus ou moins arrêtés par le relief de l'Amérique du Sud, donc vous voyez, je vous ai mis une carte ici de ce relief, avec donc un énorme relief qui est bien entendu les Andes, et des reliefs beaucoup plus, on va dire, modestes. Mais il y a quelque chose qui est quand même bien important à comprendre sur cette diapositive, c'est la présence du relief au nord de l'Amérique du Sud qu'on appelle le bouclier des Guyanes. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir de grosses différences entre le climat des Guyanes et le climat du reste de l'Amazonie, le reste de l'Amazonie est plutôt une plaine, enfin c'est une énorme plaine, la plaine de l'Amazone et la plaine de l'Orénoque qui part vers le nord. Voilà, donc ce petit relief, ce petit socle guyanais va en fait arrêter les nuages. Et c'est pour ça que, vous le voyez donc sur les deux figures à droite, on va avoir un gradient d'humidité entre l'Est et l'Ouest du nord de l'Amérique du Sud. Et donc, en Guyane française, on est sous ce gradient-là. Voilà, donc, euh, en Guyane française, une température qui, elle, va être constante, une température journalière qui va être constante, c'est-à-dire qu'on va avoir des journées avec plus d'amplitude en saison sèche, mais comme en saison sèche, il fait aussi plus froid la nuit, c'est-à-dire que le thermomètre va descendre à 19 degrés, ce qui est le minimum qu'on peut avoir en Guyane. Donc il va monter au-delà de 30 en saison sèche, mais la moyenne journalière, elle, ne varie quasiment pas de toute l'année. Elle est autour de 26-27 degrés. Comme on a notre passage et notre alternance de la zone intertropicale de convergence, on va avoir donc 4 saisons, avec une saison sèche en septembre-octobre, une grosse saison des pluies au mois de mai et juin, donc maintenant, là, on reçoit énormément de pluie en ce moment. Et puis tout le reste de l'année, on a une alternance, enfin, il y a moins de, il pleut régulièrement. Et puis on va avoir un petit été de mars, ça va être 2 à 3 semaines, où il va un peu moins pleuvoir. Alors parfois c'est au mois de mars, parfois c'est un peu en avril, parfois c'est un peu en février, mais globalement c'est autour de mars. Voilà. Donc, on a des vents dominants des alizés, donc qui sont globalement est-nord-est, hein. Et puis donc, sur notre Guyane, donc là, c'est les isoyettes du mois de janvier, mais c'est à peu près la même chose toute l'année. On va avoir un énorme gradient entre l'est et l'ouest. Donc, quand je dis énorme, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on va avoir 4,5 mètres d'eau qui peut tomber sur l'est de la Guyane, et on en a 3 fois moins qui va tomber sur l'ouest, au nord-ouest de la Guyane, à Wallis-et-Yalimapo. AY, c'est Wallis-et-Yalimapo. Et puis pareil, un gradient encore un petit peu plus important encore vers le sud, où en fait nos forêts du sud, qui ne sont pas si loin que ça de la mer, mais qui sont quand même beaucoup plus loin, vont avoir beaucoup, beaucoup moins d'eau, notamment parce que l'eau se fait arrêter par des reliefs qui sont ici en bordure d'océan, qui est la montagne de Caux, donc c'est des petits reliefs, mais ça suffit. Et puis d'autres reliefs ici qui vont être au milieu de la Guyane. Alors, donc, à la fin, en fait, au niveau mondial, on va avoir des forêts qui vont être plus ou moins humides en fonction de ce gradient pluviométrique. Et vous voyez qu'on a quand même une différence importante entre les deux continents, africain et américain, sachant que l'autre partie du monde tropical, c'est l'Asie du Sud-Est ou l'Océanie, et du coup, là, on n'a pas de continent, donc enfin, c'est normal que le climat soit très différent. Mais là, on a quand même deux continents. Et vous voyez que sur l'Amazonie, on va avoir énormément de forêts tropicales sempervirentes, par rapport, en tout cas en surface, par rapport à ce qu'on a en Afrique. Alors, la raison assez simple, c'est qu'en Afrique, vous allez avoir des reliefs euh, sur l'est du continent qui vont en partie arrêter les nuages. Ce qui ne se fait pas, en fait, en Amérique du Sud. D'où cet énorme paquet en fait, de forêts sempervirentes, très humides, pas que humides, mais assez humides quand même. Voilà, donc c'est pour ça, et ça, c'est lié
au faible relief qu'il y a ici, qui arrête un peu les nuages, mais pas trop en fait. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, une goutte d'eau qui tombe euh, su- au pied de la cordillère des Andes, donc à l'extrême ouest de l'Amazonie, en fait, elle vient pas directement de l'océan, en fait. Elle est passée plusieurs fois. Alors, le nombre de fois, je serais un petit peu risqué de vous dire ça, mais tout le monde s'accorde à dire qu'on va avoir un cycle de pluie, évapotranspiration. Ça reforme des nuages qui sont eux-mêmes transportés par les alizés vers l'ouest. Puis ces nuages repleuvent. La forêt, de nouveau, évapotranspire énormément d'eau qui va donc reformer les nuages et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on a euh, ce phénomène-là où on va avoir des forêts très humides qui sont très loin de la mer, en fait. Voilà. Alors, euh, maintenant, le deuxième phénomène qui va impacter énormément notre climat, et notamment, alors c'est au niveau planétaire, mais c'est notamment en Amérique du Sud, enfin, dans le Pacifique et en Amérique du Sud, c'est les événements El Niño, La Niña, qui vont donc nous faire des années normalement anormales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce El Niño? Il faut savoir que, donc, je vous ai parlé des cellules de Hadley. Il existe aussi des cellules ou des circulations de Walker qui vont être, elles, le long de l'équateur, en fait, avec des zones où de l'air arrive, converge depuis le sol et donc est chargé d'humidité, va s'élever, s'assécher et redescendre en étant beaucoup plus sec. Donc ça va vous faire, le long de l'équateur, des disparités de pluviométrie. Alors, pour des années classiques, les gens disent neutres, on va avoir en fait pas mal d'eau qui vont, enfin pas mal de vent en tout cas qui va converger, on va dire, au niveau de l'Amérique du Sud et donc occasionner beaucoup de pluie. Quand on est sur une condition El Niño, donc le El Niño, c'est à la fois les changements de courant de masse d'air, mais aussi et surtout le changement de température d'eau de l'océan. Alors, ne me demandez pas les mécanismes, hein, mais quand on est sur des conditions El Niño, tout simplement, on a un décalage ou une inversion des cellules de Walker, ça dépend comment on voit les choses. Mais grosso modo, on va avoir sur l'Amérique du Sud non pas de l'air qui vient de basses altitudes et qui est chargé d'eau, mais de l'air qui vient de hautes altitudes, qui va redescendre et qui va donc être beaucoup plus sec. Donc on va avoir pendant les années El Niño des climats qui sont perturbés. Donc on va parfois perdre un petit peu nos 4 saisons qu'on a en Guyane, ou pas. Et quand ça ne se perd pas, en tout cas, on a un allongement vraiment important de la saison sèche. On peut aussi avoir des mois comme le mois de mai qui sont d'habitude très pluvieux, qui ne vont pas du tout l'être, par exemple. Voilà, c'est assez variable. Alors, il faut savoir que donc, le El Niño, il est assez connu du grand public, j'ai envie de dire, mais il y a son pendant qui s'appelle la Niña, où là, en fait, on va retrouver le cycle de base, mais renforcé. Donc là aussi, je ne peux pas vous expliquer exactement de quoi il retourne, mais ça veut dire que par rapport à une année normale, on va avoir des cumuls de pluie, beaucoup plus de vent qui nous arrive de basse altitude chargés d'eau, et donc des cumuls de pluie beaucoup plus importants au cours de ces années-là. Alors, ça, c'est un graphe que j'ai tiré du site, comme les précédents d'ailleurs, hein, du site de Météo France Guyane, hein. Et donc, il vous présente sur une frise donc, chronologique les écarts à la moyenne d'une part de la pluviométrie, donc ce sont les barres qui sont en vert, et d'autre part des anomalies des températures, donc je crois que c'est dans l'air, dans le Pacifique. Donc, si vous voulez, la définition d'un phénomène El Niño, elle va dépendre de la courbe grise, qui est vraiment le phénomène lui-même qui se passe dans le Pacifique. Et vous avez en vert les conséquences qu'on a en Guyane. Vous voyez, donc j'ai mis en fait en haut de la diapositive, avec un petit code couleur, des années avec El Niño fort à très fort, donc 2002-2003, une grosse année 2009-2010, une encore plus grosse année 2015-2016. Et puis, dans une moindre mesure, 2018-2019. Et puis après, en alternance, des épisodes La Niña, donc 2007-2008, 2010-2011, juste après un deuxième épisode
bon, qui étaient plutôt faibles. Et après, on n'avait plus que des El Niño. Alors normalement, El Niño, La Niña s'alternent, mais parfois non. Voilà. On va dire, le problème, c'est que malgré, enfin, quand on a commencé à avoir donc ces événements-là qui interviennent tous les 2 à 7 ans, euh, les données vont commencer rapidement à manquer pour tirer des moyennes sur des dates d'occurrence, etc. Parce que les données métaux ne datent pas d'il y a si longtemps, en fait. Donc on manque d'échantillons statistiques, on va dire, pour faire de vraies moyennes, mais bon, grosso modo, c'est ça qui se passe. Euh, voilà, donc les conséquences sur la Guyane, vous avez vu les écarts d'eau, en fait, hein, ça marche assez bien, c'est assez bien relié. Hein, donc, alors, c'est pas toujours parfaitement relié. Par exemple, sur 2015-2016, on a un énorme effet El Niño, mais par exemple, les déficits de pluie sont à peu près équivalents à ce qu'on a observé en 2009-2010. Parfois, c'est un tout petit peu décalé dans le temps, donc c'est pas non plus une science exacte, mais bon, ça correspond quand même très très bien. Alors ça, c'est pour la Guyane. Qu'est-ce qui se passe en Amazonie? Euh, et ça, c'est quelque chose qui est du coup courant en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui est anodin. C'est qu'on va avoir des feux de forêt en fait. Euh, donc, vous avez compris que la pluie qui tombe dans l'extrême ouest de l'Amazonie est une pluie qui vient de l'évapotranspiration de la forêt, et que du coup, si vous, à un moment donné, interrompez ce cycle de évapotranspiration, transport enfin, nuages, pluie, transpiration et transport d'eau, vous allez avoir en fait des sécheresses qui vont se déclencher et qui sont suffisamment importantes pour entraîner des feux. Alors, les feux de forêt, en conditions naturelles, enfin, la forêt peut être très très sèche, mais pour qu'il y ait un départ de feu sans intervention de l'homme, enfin, c'est très très compliqué. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une intervention humaine. Hein. Donc, en fait, je suis pas en train de dire que c'est que El Niño qui provoque le feu. Pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait une intervention humaine, donc quelqu'un qui mette le feu volontairement ou pas. Voilà. Donc là, en tout cas, vous pouvez voir que pour les gros effets El Niño, donc 2009-2010, on a eu une petite augmentation ici des feux et une énorme augmentation des feux en 2016, qui est liée aussi à cet effet El Niño. En gros, grosso modo, on peut dire qu'en Amazonie, des gens mettent le feu à la forêt. Ça fait partie des techniques de culture. Hein, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas que les rancheros qui veulent dévaster la forêt qui mettent le feu. Hein. On fait de la bâti-brûlis hein, pour faire de l'agriculture. Et donc, quand la forêt est très sèche, ben, ces feux peuvent déborder en fait. Voilà. Alors ça, ce n'est pas un phénomène qu'on observe en Guyane. On est trop proche de la mer, on a trop d'eau pour avoir ces feux. Alors, donc maintenant, j'en viens à ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire que là, je vous ai montré en fait qu'une partie de cette frise. Voilà ce qui s'est passé depuis le Covid, depuis les années 2020. On a eu un épisode La Niña qui a duré quasiment 2 ans et demi. Alors c'est un petit épisode en termes d'intensité du signal, en tout cas dans ce qui se passe dans le Pacifique, mais pour nous, ça a été énormément de pluie. C'est-à-dire qu'on a battu des records depuis que Météo France prend des données en Guyane française. Donc, pour vous donner une idée, on est monté jusqu'à 6 mètres d'eau en maximum dans les régions où il pleut le plus au nord-est de la Guyane. On est passé de 4,5 à 6 mètres d'eau, euh, c'est quand même un quart de pluie, un tiers de pluie en plus, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, on a donc eu une énorme effet La Niña en 2020-2023, alors qui était, les intensités des pluies étaient importantes, puis surtout, c'est la durée en fait de l'événement. C'est-à-dire que, voilà, on a des doctorants ici qui étaient venus pour étudier en fait plutôt, j'y reviendrai tout à l'heure, l'influence de la sécheresse. Pendant leur thèse, ils n'ont vu que de la pluie, quoi, en fait. Enfin, la phase terrain, ça a été un peu compliqué. Euh, Si je regarde sur ce graphe, en fait, toujours produit par Météo France en Guyane, vous avez à gauche donc les années et les mois, en fait, avec les températures maximales observées tous les mois. Vous voyez que on a une augmentation des températures maximales depuis les années 70 et on a eu euh, une année très, très critique en 2024. Donc, non seulement on a eu une année La Niña qui a duré
2 ans, au lieu de durer, ça dure normalement, El Niño, La Niña, ça dure 8 mois, parfois un peu plus. Là, ça a duré 2 ans. Et de suite, à la saison sèche 2024, on a eu une énorme saison sèche, même la saison sèche 2023 était importante, avec des arbres qui ont séché. En fait, moi, j'avais personnellement jamais vu ça. Voilà. Donc, en fait, on peut dire que depuis les années 2020, on a une succession en Guyane d'événements climatiques extrêmes qui sont pour nous connus, hein, qui sont des La Niño et des El Niño et des La Niña, mais qui sont quand même extrêmes dans leur fréquence et dans leur intensité. Voilà. Donc, je vous ai montré aussi un graphe qui fait, bon, dont l'échelle est un petit peu trafiquée quand même. Vous voyez, ça, c'est le graphe de droite. Donc, les températures qui évoluent depuis les années 70 en Guyane française. On a quand même un gain de 0,27 degrés tous les 10 ans, ce qui est quand même énorme, en fait. Parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément ces chiffres en milieu tempéré, en fait, hein. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé en Amazonie, donc je vous avais montré les feux importants en 2016. Il y en a aussi également très importants en 2024, liés à cet épisode El Niño très important. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, là, ce graphe-là que je vous montre, c'est un graphe qui est tiré d'un site euh, de l'organisation Global Forest Watch. C'est absolument une merveille, ce site. Donc, j'ai mis normalement l'adresse dans la diapo précédente. Euh, Vous pouvez zoomer sur n'importe quelle zone du monde. Vous pouvez avoir des bilans à la fois, enfin, c'est de territoriaux de gains ou de pertes de forêt. Vous avez des causes. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait et qui maintenant devient la norme, y compris pour l'ONU. On a eu pendant très longtemps, on a toujours d'ailleurs je reviendrai tout à l'heure peut-être des problèmes sur qu'est-ce que c'est qu'une forêt pour caractériser les pertes et les gains. C'est quand même important de savoir ce que c'est que quelle définition s'accorde pour ce qu'est une forêt. Là, avec ce site Global Forest Watch, on est à peu près OK là-dessus. Alors, avant de passer là-dessus, je voulais juste appuyer un point sur les conséquences du manque d'eau en 2024, euh, qui ne sont pas forcément enfin, si évidentes que ça quand enfin, moi, je m'y attendais pas, je n'y ai pas pensé. C'est que, bon, on a des choses simples, du coup, l'eau potable, OK. Donc ça, c'est normal, il pleut pas. Nous, nos captages d'eau potable, elles sont plutôt en surface, hein, c'est pas des forages qu'on fait, en fait. Donc, quand le niveau du fleuve baisse, eh ben, le captage d'eau potable, il a des soucis. On a aussi des problèmes d'énergie liés à des barrages hydroélectriques qui sont quand même monnaie courante ici. Mais finalement, le plus gros problème, ça a été le transport. Parce qu'il faut bien imaginer qu'un fleuve, ce n'est pas, c'est aussi, c'est à la fois une route, une nationale et une autoroute, hein, pour des gens qui vivent sur les écarts, en fait. Donc, en Guyane française, on a deux gros fleuves frontières avec le Suriname et le Brésil, qui sont le Maroni et l'Oyapock, où là, on a des personnes qui n'ont que le fleuve pour se déplacer. Et donc là, il y avait vraiment un gros souci, parce que les fleuves sont beaucoup plus dangereux quand il y a moins d'eau, en fait, bien entendu. Et si je transfère le problème en Amazonie, donc là, ça a été bien pire, hein, avec des villages qui étaient complètement coupés du monde. L'État brésilien a dû envoyer des hélicoptères pour ravitailler les personnes, pour évacuer sanitairement les personnes, etc., qui tombaient malades ou pas. Donc il y a eu vraiment des gros, gros problèmes de transport, ce qui vient pas forcément tout de suite à l'esprit, en fait. Voilà, donc maintenant, quelques prévisions climatiques à moyen terme. Donc, si vous êtes des fans du groupement du GIEC, vous connaissez déjà ces graphiques. Donc, ils sont issus du rapport 2023. Donc, j'ai mis l'adresse ici. Et donc, je vais faire un zoom sur, en fait, donc là, il y a 4 scénarios, hein. Je vais faire un zoom sur le troisième, la troisième colonne, là, qui est le scénario à plus 3 degrés. Alors, contrairement à d'autres rapports, ce qu'ils ont mis en avant comme figure, c'est pas forcément la température moyenne ou la pluviométrie moyenne, ça va être les maximales, parce que c'est sur ces événements extrêmes qu'on a le plus de répercussions. Donc ça, ce sont les températures du jour le plus chaud. Donc vous voyez que bon, les zones bleues,
c'est-à-dire où on a zéro d'augmentation de température, n'existe pas. Bon, voilà, hein. Là, on enfonce une porte ouverte. La planète se réchauffe. Ce que nous apprend cette carte-là, c'est qu'on a donc un réchauffement qui est plus, enfin, en tout cas, des jours maximum qui vont être beaucoup plus importants. Donc, sur les lignes tropicales, hein, donc au nord du Sahara, on va dire, et puis autour du tropique du Capricorne. Si on regarde le, le plus gros jour de précipitation, euh, donc là, on peut voir qu'on a quelques zones, dont par exemple la France ou le sud de la France et l'Espagne, qui sont avec des changements qui vont être faibles, euh, entre -10 et 10%, on va dire. Et puis, donc c'est aussi le cas, d'après ce modèle-là, en fait, de la côte nord de l'Amérique du Sud. Donc, nos précipitations les plus importantes ne devraient pas trop changer. Et de ce point de vue-là, on a une énorme différence entre le continent américain et le continent africain, avec et donc des zones qui vont avoir énormément de pluie, euh, alors qu'aujourd'hui, elles en ont relativement peu. Et d'ailleurs, ces pluies se concentrent non pas sur l'équateur, mais un petit peu au nord. Euh, Et puis, le troisième graphe est assez intéressant parce qu'au lieu de mettre la pluie, ils ont mis en fait sur le graphe l'humidité du sol, qui en fait va être une résultante à la fois de la pluie, mais aussi de l'évapotranspiration. Donc, ça prend en compte en fait les radiations que prennent et la température du coup qu'on vont prendre les régions en plus de la pluie. Et donc là, on voit de manière criante, en fait, le problème qu'il va y avoir en Amazonie, dans tout le nord de l'Amérique du Sud. Problème qu'on ne va absolument pas retrouver en Afrique. Voilà. Donc là, on nous prévoit, en fait, une variabilité très importante de cette humidité du sol. Donc, je n'ai pas présenté les autres graphes pour les autres scénarios, mais on va dire on est à peu près sur les mêmes tendances. Et puis, ce rapport 2023 propose aussi un graphe qui est assez intéressant, auquel en fait on ne pense pas tout de suite. S'il s'agit du nombre de jours par an où les conditions combinées de température et d'humidité vont être un problème pour la vie en plein air. C'est-à-dire que pour parler d'un point de vue écologique, ces conditions-là ne sont pas incluses dans la niche humaine, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre dans des conditions d'unité de température trop élevées, combinées, parce qu'en fait, nos capacités de régulation de notre température interne par la transpiration n'est plus assez efficace. Voilà, donc on sait déjà qu'en Guyane, on transpire beaucoup plus qu'ailleurs en métropole, hein, parce qu'en fait, dès qu'on fait un footing, on est couvert de sueur, parce qu'en fait, notre corps a besoin de beaucoup transpirer pour réguler notre température. Mais il va y avoir des moments où cette température et cette humidité dans l'air va être tellement importante, ce sera de l'ordre, enfin, ce ne sera pas un sauna, mais pas loin en fait. Enfin, bon, c'est un peu l'idée, on va dire. Voilà. Et donc, ce graphe montre pour les différents scénarios le nombre de jours par an où on va avoir des conditions de ce type-là. Voilà, donc c'est tout simplement un problème pour les gens qui travaillent dehors, qui ne sont pas en forêt, parce qu'en forêt, il y a quand même de l'ombre, hein. Et puis, c'est aussi des choses à prendre en compte pour la construction de bâtiments, euh, que ce soit pas que pour les personnes âgées, hein, pour tout le monde, hein. Comment on fait pour avoir des bâtiments qui gardent la fraîcheur la journée, sans avoir des dépenses énergétiques liées à la climatisation qui seraient trop importantes. Voilà. Donc, vous voyez que pour le scénario, en fait, 4.2, on a quasiment tous les jours de l'année des conditions qui sont invivables en Amazonie et en Guyane française d'ailleurs. Donc c'est quand même particulièrement inquiétant. Voilà. Euh, alors, dernière petite diapositive sur ce climat, en fait. Ce sont donc les prévisions faites par Météo France, en particulier pour la Guyane française. Donc, on devrait avoir un petit été de mars qui va s'allonger, mais sur le mois de février. Donc, ce sera un moyen été, on va dire, de février-mars. Euh, donc, un allongement de la saison sèche. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps. C'est là-dessus qu'on travaille déjà depuis des années. Mais alors, quelque chose qui est globalement nouveau,
c'est en fait les prédictions de fortes pluies en sortie de saison sèche. Des pluies qu'on n'a pas forcément en ce moment, enfin de manière classique, c'est au mois de novembre, on sort la saison sèche, il se remet à pleuvoir, mais c'est pas non plus les abados qu'on va avoir au mois de mai, au mois de juin. Alors que là, enfin, en fait, c'est un petit peu ce que disent les prédictions. Voilà, donc euh, maintenant que j'ai un petit peu retracé globalement qu'est-ce qu'un climat sous les tropiques et les évolutions prévues, on va regarder un petit peu l'impact du climat sur la dynamique forestière. Alors, je vais d'abord vous définir ce que c'est que, et vous donner quelques notions de dynamique des forêts tropicales humides. Donc là, je me place dans un cas où elles sont non perturbées, c'est-à-dire sans trop de changements climatiques et surtout sans exploitation forestière. Et puis, on verra un petit peu les impacts du climat sur cette dynamique pour des années classiques. Et puis, un exemple pour des événements climatiques extrêmes, ceux que j'ai décrits qui se sont passés récemment. Alors, la dynamique forestière, donc je sais que je parle à beaucoup d'étudiants forestiers, mais aussi à d'autres qui le sont un peu moins. C'est en grosso modo comment une communauté d'arbres qu'on va appeler un peuplement, ou comment des individus d'une même espèce qu'on appelle une population, évoluent au cours du temps, au cours de, enfin, sous l'effet de trois processus démographiques qui vont être donc la régénération, la croissance et la mortalité. Donc là, je m'excuse par avance à tous les amoureux des animaux et des fleurs et des papillons. Je vais ne parler que des arbres, en fait, essentiellement des arbres. Mais bien entendu, la forêt, et notamment la forêt tropicale, ne se réduit pas aux arbres, hein. On pourra en discuter après si vous voulez. Voilà. Donc concrètement, comment on fait pour étudier la dynamique forestière? Eh ben, on va regarder des indices de description de la forêt au cours du temps, comment ces indices varient. Donc, on va avoir voilà, on va regarder la densité, le diamètre des arbres, etc., etc. Voilà. Et donc, l'échelle d'études courantes pour cette discipline, ça va de quelques arts, enfin les parcelles vont de quelques arts à quelques dizaines d'hectares. Au-delà de la dizaine d'hectares ou 50 hectares, on va dire, c'est un grand maximum. On va avoir beaucoup trop d'arbres pour les suivre. Et donc, tous les résultats qui seront présentés à une échelle supérieure à 50 hectares sont des résultats qu'on va avoir extrapolés par modélisation, en fait. Euh, en très très rapide, euh, donc pour ceux qui ont suivi déjà l'exposé de Bruno Ferry la semaine dernière, vous savez déjà qu'il y a très très peu de lumière au sol en forêt. Donc la lumière est un énorme facteur limitant. Euh, et du coup, la régénération est très dépendante de cette lumière. Et donc, les espèces vont avoir défini des stratégies pour accéder à cette lumière, des stratégies écologiques, on va dire. Voilà. Donc, la lumière est enfin, la façon la plus utilisée pour discriminer les espèces d'arbres en forêt tropicale. Alors, la mortalité pour une forêt dite naturelle, c'est-à-dire peu perturbée, parce que la forêt naturelle, la forêt primaire, la forêt vierge, je rappelle qu'elle n'existe pas. On a des tonnes de preuves qui nous montrent, et j'en parlerai un petit peu, qu'on avait des dizaines de milliers d'habitants partout en Amazonie, y compris en Guyane, qui ont donc des Amérindiens qui ont fortement impacté donc, nos forêts. Et même si aujourd'hui les forêts sont avec très peu d'habitants, elle porte encore les impacts de ces Amérindiens avec des impacts qui peuvent perdurer jusqu'à 500 ans. On a des études là-dessus qui le montrent ici en Guyane, en tout cas. Voilà, donc une forêt dite naturelle, hein, qui donc ne l'est pas. Les arbres, en fait, contrairement à la grande majorité des forêts tempérées, meurent sans être coupés, en fait. Ou en tout cas, on ne coupe pas les arbres vieillissants ici. Et du coup, en fait, ils meurent de manière euh, naturelle, non anthropique. Et on a la moitié des arbres qui vont mourir par chablis. Donc un chablis, c'est le fait qu'un arbre tombe, il va emporter dans sa chute parfois d'autres arbres. On appelle ça des chablis secondaires. Mais grosso modo, voilà, ce type de mortalité correspond à la moitié des arbres qui meurent. Et puis l'autre moitié, c'est des arbres qui meurent, on dit sur pied. En gros, c'est une mortalité par sénescence, mais qui peut être très très longue des individus. Donc on peut avoir des arbres sénescents pendant plus de 30 ans, en fait, qui n'en finissent pas de mourir. On voit vraiment qu'ils sont très sénescents, mais ils sont encore vivants, en fait. Voilà. Alors,
le chablis, outre le fait que ça entraîne 50% de la mortalité, c'est un des concepts importants pour nous en dynamique forestière. C'est notamment un des moteurs de cette dynamique, un des moteurs en tout cas de la sylvigénèse, de la régénération de la forêt. Parce qu'en fait, dans un couvert, vous pouvez imaginer un couvert forestier continu, vous avez 1 à 2% de la lumière qui arrive au sol. Quand vous avez un arbre qui tombe, vous avez 40% ou 30 à 40% de la lumière qui va arriver au sol d'un coup, de manière assez abrupte. Donc, c'est une mini-révolution qui va se passer en forêt. Et donc, vous allez avoir un gradient qui va être du haut en bas, bien entendu, mais aussi entre le centre et la périphérie du Chablis. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça structure, enfin c'est important pour la régénération et la croissance de beaucoup d'arbres. Et puis ça structure aussi beaucoup la canopée, et notamment le couvert. Voilà, donc aujourd'hui on a des méthodes modernes pour cartographier ces ouvertures. Ce sont des images LIDAR. Donc LIDAR c'est Light, euh, euh, j'ai oublié. Access Ranging, enfin, vous trouvez le bon. En gros, c'est un laser qui est envoyé à très haute fréquence. Et donc, la machine est positionnée chaque milliseconde dans l'espace. Et donc, elle va recevoir des échos, enfin, des retours de ce laser. Et en fonction de ces échos, on peut déterminer d'abord la surface du sol, parce que c'est assez simple. Après, on a déterminé la hauteur de la canopée. Et donc, on a une hauteur de canopée à peu près tous les mètres. Donc, c'est très, très, très précis. En plus, c'est quelque chose qui est répétable dans le temps, de manière assez fiable, hein. Voilà, donc là, vous avez deux images LIDAR. Donc, chaque image ici a des petits carrés qui correspondent à 1 mètre carré. Et donc, avec la couleur du vert, là, dépend de la hauteur, en fait. Et donc, voilà, donc là, c'est un travail qui a été fait par un de mes étudiants, Thomas Gatier. Euh, et donc, on a pris comme seuil que toute, toute surface inférieure enfin, tout point inférieur à 10 mètres est potentiellement un chablis s'il est associé à d'autres pixels et que la totalité fait plus de 10 mètres carrés. Voilà. Voilà, donc vous avez deux images à 4 ans à 4 ans d'écart. Voilà ce que ça donne pour vous donner une idée de la répartition de ces chablis qui vont donc beaucoup structurer euh, notre canopée et notre forêt, hein. Parce qu'en fait, les chablis vont se reconstruire très progressivement. Voilà, donc la répartition est globalement au hasard. Il y en a un petit peu plus dans les zones qui sont bleues ici, qui sont des zones de bord de rivière. On appelle ça des bas-fonds, c'est des marécages qui correspondent au lit majeur des rivières, on va dire. Les zones oranges, sont des collines, en fait. Voilà. Voilà, donc il y en a un petit peu plus dans les zones où il y a beaucoup d'eau, mais globalement, la répartition est assez aléatoire. Voilà. Donc, on a des tailles de trouées qui vont être, euh, en termes de taille, qui vont se répartir de manière assez stable. C'est-à-dire qu'en gros, on a énormément de petites trouées et peu de grosses trouées. Donc là, le graphe que vous avez ici, en abscisse, vous avez la taille des trouées, et en ordonnée, vous avez leur nombre, mais en échelle logarithmique. Donc là, on a une droite à peu près qui peut passer sur ce nuage de points. Donc ça veut dire que tout simplement, on a des effectifs qui sont en exponentielle décroissante pour, pour ces tailles de trouées. Voilà, donc c'est assez stable, c'est-à-dire qu'on a sur l'ensemble des 6 mesures de lidar qu'on a sur la forêt de Paracou, on a à peu près, on peut modéliser le nuage de points pour chaque année, et le facteur de la fonction lambda est assez stable et autour de 2, qui correspond donc à une forêt à peu près à l'équilibre, on va dire. Voilà, donc j'ai un petit peu insisté sur ce chablis parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc vous avez compris que ça structure énormément la forêt, qui fait qu'à la fin, une forêt tropicale, c'est pas du tout quelque chose qui est homogène. C'est quelque chose qui est très, très, très hétérogène, avec des anciens chablis qui vont se reconstruire très, très lentement. Donc, en fait, la canopée est quelque chose qui varie énormément. Euh, et, et donc, c'est ces variations-là, cette hétérogénéité qui va permettre le maintien aussi d'une grande diversité d'arbres dans nos forêts. Voilà. Alors, un des derniers concepts sur qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement classique d'une forêt tropicale chez nous, je vous montre un petit la structure diamétrique d'une forêt donc non perturbée.
Donc, la structure diamétrique, c'est tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, les effectifs d'arbres qu'on rencontre par classe de taille. Donc là, en abscisse, vous avez les tailles qui vont de 10 en 10. Donc pour 10, c'est la catégorie entre 10 et 20. Le diamètre fait entre 10 et 20, hein. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte de, si on fait l'approximation qui est assez grossière, mais qui peut être valable avec ces effectifs-là, qu'en fait la taille est reliée à l'âge, hein, des arbres, en fait on a cette structure diamétrique équivalent à une pyramide des âges. Et on voit qu'elle est au sens humain du terme très équilibrée, c'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes arbres ou de petits arbres pour très peu de gros arbres en fait. Quand on dit énormément, c'est énormément, hein. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près 13 600 arbres si on additionne tout. Voilà, j'en ai quasiment 11 000 qui sont en dessous de 30 cm de diamètre. Donc, il y a énormément, énormément de jeunes individus. Donc, ça traduit la compétition énorme qu'il y a pour l'accès à la lumière entre ces jeunes individus, sachant que voilà, on a une relation assez simple entre la taille en diamètre, la taille des arbres et leur hauteur qui est en rapport de 100. C'est-à-dire que pour un arbre qui fait 20 cm, il fait à peu près 20 mètres de haut, hein, en moyenne, bien entendu. Donc la canopée étant à 30-35 mètres, les arbres atteignent la canopée quand ils commencent à passer les 35 cm ou les 40 cm de diamètre, hein. Voilà, donc ce graphe-là vous montre qu'il y a la grande, grande majorité des arbres qui n'atteignent pas la canopée, donc qui ne deviennent pas reproducteurs. Voilà, donc voilà. Euh, la forêt tropicale est une zone où il y a énormément de compétition, normalement pas la lumière, avec énormément de mortalité. Voilà, donc soit dit après, en passant rapidement, cette forme en exponentielle décroissante, elle est classique également en forêt tempérée, quand on a des forêts qui sont peu perturbées ou des forêts jardinées, où il y a à peu près toutes les étapes au même endroit du cycle d'un arbre, en fait, hein. Il y a à la fois la régénération des jeunes individus et puis des plus vieux. Voilà, donc c'est un témoin d'une forêt qui est plutôt à l'équilibre, cette exponentielle décroissante pour la pyramide des âges. Donc là, ces données viennent du site de Paracou, j'en reparlerai plus, je vais en reparler à l'instant. Euh, donc, euh, quand on euh, veut faire de la recherche en dynamique forestière, donc on va suivre des indices au cours du temps. On va compter des arbres qui sont supérieurs à 10 cm à hauteur de poitrine, des HP. Donc ça, c'est une convention qui est internationale. C'est aussi quelque chose de pratique parce que en dessous de 10 cm, on a encore plus d'individus. Du coup, ce serait encore plus difficile de les suivre. Donc 10 cm, c'est une taille qui vous permet quand même d'avoir des parcelles, une certaine, enfin, c'est une taille de diamètre de précomptage qui vous permet d'avoir des parcelles quand même assez grandes pour faire du suivi. Sinon, il y aurait trop d'arbres, en fait. Alors, il y a un énorme défaut à ça, c'est qu'on n'observe pas du tout la régénération avec ces données-là. On observe plutôt du recrutement. C'est-à-dire qu'en gros, on s'intéresse aux arbres quand ils font 10 cm. Et donc, bien entendu, pour des arbres qui font 10 cm, ben, on ne sait pas vraiment l'âge qu'ils ont. Ça fait très longtemps, et puis ça peut faire 50 ans ou 100 ans qu'ils sont là. Donc la mesure de l'impact du climat sur ce recrutement est quand même compliquée. Du coup, on va surtout étudier, nous, en termes de changement climatique ou d'impact du climat, la croissance et la mortalité des arbres. Euh, alors, quand même, juste rapidement, il y a quelques dispositifs où on regarde des arbres jusqu'à 1 cm de diamètre, mais ils sont plutôt jeunes pour nous ici en Guyane, ils ont quelques années. Et ils ne sont pas d'aussi grande ampleur que les dispositifs qu'on a, où on a plus de 300, enfin, plusieurs centaines d'hectares qu'on suit, où les arbres sont comptés à partir de 10 cm. Alors, les voilà, ces hectares. Euh, donc, il faut savoir que la situation en Guyane française est très, 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 très favorable. Elle n'est absolument pas commune au reste du monde tropical. On a énormément de données et depuis très, très longtemps. On est assis sur une mine d'or de données, j'ai envie de dire. Donc, on a un réseau qui s'appelle Guyafor. Donc, vous avez une image ici, une cartographie à droite. Donc, chaque point ici, c'est une parcelle où les arbres vont être suivis au moins tous les 5 ans. Voilà, c'est un réseau qui est partagé en termes de suivi par le CIRAD, qui en fait quand même pas mal, le CNRS, qui a une station euh, au sein de la réserve des Nouragues,
et puis par l'ONF qui a mis en place un certain nombre de parcelles, dont certaines sont suivies aussi par les ouvriers du CIRAD. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un réseau qui couvre essentiellement le nord de la Guyane pour des questions d'accessibilité. Vous avez le point, la Trinité, qui est en plein milieu. Lui, il est accessible qu'en hélicoptère. Tout le reste, c'est accessible par la route. Et c'est une des conditions, une des raisons du succès du suivi de ce dispositif depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Et donc, parmi ce dispositif, en plein centre ici, vous avez Parakou, donc, qui est une station de recherche. euh, donc, généralement, les autres sites, c'est au mieux 3 parcelles de 6 hectares, généralement une parcelle de 4 hectares, et de temps en temps, plusieurs parcelles de 4 hectares. Là, à Parakou, on a 120 hectares qui ont été cartographiés. C'est le site implanté par le CIRAD dès les années 80, donc on a 40 années d'inventaire sur ce site, qui était initialement euh, construit euh, pour regarder la réaction euh, de l'exploitation à la rédaction de la forêt après l'exploitation. Je regarde l'heure et je pense que je suis très en retard en fait. Désolé, j'ai pas regardé ça avant. Ok, bon. Euh, donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Alors, euh, donc maintenant j'en viens quand même. Donc là, je vous ai défini ce que c'était qu'une dynamique. Maintenant, on va regarder l'impact du climat sur cette dynamique-là. Donc, on a beaucoup travaillé ici sur la sécheresse parce que nos prévisions c'est plutôt d'aller vers moins d'eau, en fait. Donc, le principe, c'est qu'on va calculer des indices de stress et on va mettre ça dans des modèles qui essayent de prédire la croissance et la mortalité qu'on a observées au fil des ans sur nos dispositifs. Voilà, donc là, je vais passer rapidement, mais on construit un indice de stress hydrique sur la base d'eau qui est disponible pour les arbres dans le sol. Voilà, donc je vous passe les modèles, mais grosso modo, voilà, on observe, nous, une croissance parce qu'on revient à un inventaire tous les ans et des mortalités, et on essaie d'expliquer cette croissance et cette mortalité en fonction de certains facteurs, dont des indices climatiques qui ont été calculés sur une année, en fait. Voilà. Donc, on observe, en fait, là, pour ce résultat-là, on a testé ça pour une quinzaine d'espèces. Elles ont à peu près toutes le même comportement, avec, a priori, la sécheresse qui, de manière assez intuitive, va faire baisser la croissance, et de manière non intuitive, va faire baisser la mortalité. Parce qu'en fait, c'est un indice qu'on a calculé sur l'ensemble de l'année. Mais si on regarde, donc il y a à la fois la saison sèche et la saison humide. Et quand on a des années sèches, ça veut dire que soit la saison sèche est longue, soit la saison humide est plus courte. Et quand on a une saison humide plus courte, on a un type de mortalité qui baisse, c'est la mortalité par chablis. Donc on peut refaire le test, et quand on teste uniquement la mortalité sur pied, on voit qu'elle augmente avec la sécheresse, alors que la mortalité par chablis baisse. Voilà. Donc grosso modo, on va avoir en fait un effet donc de la sécheresse qui va diminuer la croissance et qui augmente la mortalité sur pied, un effet de la pluviosité qui a beaucoup augmenté la mortalité par chablis en fait, et un effet de la température qui, lui, va diminuer la croissance. Si je regarde les impacts qu'on a eu sur la grosse épisode de La Niña entre 2020 et 2023, on a eu des forêts qui ont séché. On s'est aperçu ça par des survols, enfin l'ONF s'est aperçu de ça via des survols aériens en fait. Donc on va avoir 9000 hectares qui sont cartographiés ici, où on a 90% des arbres qui sont morts en fait. Euh, donc c'est la première hypothèse, c'est que comme c'est suite à un épisode de La Niña, énormément de pluie, on pense que c'est en fait une anoxie générale de la forêt sur certains types de sols, avec en fait des sols peu épais qui vont être vite gorgés d'eau, qui vont donc euh, aboutir à en fait une, euh, un emmoiement de la forêt en fait. Voilà. Donc, c'est absolument pas anodin. Nous, on s'y attendait pas du tout. On nous avait prévu, attention, le changement climatique ici, c'est du sec. Et en fait, le premier événement extrême, c'était beaucoup de pluie, avec des conséquences de mortalité qu'on n'avait jamais observées, même avec des grosses saisons sèches. Voilà.
Euh, ok, donc je vais essayer quand même de terminer euh, parce que j'avais prévu d'être beaucoup plus rapide en fait, hein. Euh, alors, on va voir un petit peu le bilan carbone des forêts tropicales. Et donc, c'est le carbone, comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est quelque chose qui est très important dans le débat du changement climatique et des forêts. Et donc, j'aime à dire qu'on a quasiment une interaction entre ces forêts tropicales et le climat, en fait. Euh, alors, on va voir un petit peu de quel carbone on parle quand on parle de carbone forestier. Et puis, on verra l'évolution de ce bilan du stockage de carbone, des stockages en forêt, et puis les prévisions des changements climatiques sur le bilan carbone. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous parle de carbone en forêt, on vous parle d'above ground biomass, c'est-à-dire le carbone des arbres vivants de plus de 10 centimètres. C'est effectivement le stock de carbone le plus important, mais on a d'autres compartiments, notamment le sol, qui est non négligeable, mais qui est peu ou pas suivi, en fait, en tout cas en forêt. Donc, quand on vous parle de stockage, déstockage, il s'agit des arbres vivants. Donc, euh, par conséquence, en fait, un arbre qui meurt est une perte de biomasse, alors que l'arbre, bien entendu, ne va pas s'évaporer en forêt, hein. Et un arbre qui grossit en croissance ou qui est recruté dans l'inventaire, c'est un stockage de carbone, en fait. Alors, on fait donc des inventaires réguliers de ces arbres depuis 10 centimètres, et ça nous permet donc d'avoir des mesures de variation de cette overground biomass. Et on fait ça sur des grandes surfaces, donc c'est 120 hectares à Paracou et sur le réseau Guyafor que je viens de présenter. Mais on a aussi en Guyane un autre moyen de mesurer le bilan carbone, c'est une tour à flux. Donc en fait, c'est une tour qui est 15 mètres au-dessus de la canopée, comme vous avez une photo ici. Elle prend une empreinte qui va dépendre des vents, qui va en faire de 40 à 60 hectares. Et donc elle regarde l'échange de l'ensemble de l'écosystème avec l'atmosphère. Donc c'est intéressant d'avoir les deux mesures, parce que là, bien entendu, c'est une mesure qui est seulement ponctuelle, en fait. En tout cas, ponctuelle dans l'espace, hein. Par contre, on a des données sur cette tour depuis 2004 qui, est un- qui sont des données qui sont relativement très anciennes dans le monde tropical. On a même pour le monde tempéré, hein, 2004, il y avait peu de tours à flux qui fonctionnaient. Donc ça mesure à la fois les échanges d'eau, de CO2, mais aussi les autres échanges de gaz à effet de serre, comme le méthane, par exemple, ou les oxydes nitreux. Voilà, donc une fois qu'on a ces données-là, on va essayer de les extrapoler à l'échelle de la Guyane. Donc là, vous avez un travail qui a été fait en 2015 et 2016. Donc pour l'extrapolation, on se base sur des données géologiques, des données satellites, des inventaires, une cartographie des habitats forestiers, et puis bien entendu tout ce qui est pluviométrique, etc. Donc ça nous donne une carte, comme vous voyez sur la gauche, avec finalement des grosses variations, hein, entre des biomasses aériennes qui peuvent varier ouais, de 150 à 500 hectares, à 500 euh, tonnes à l'hectare. Donc c'est quand même beaucoup en fait. Donc la biomasse, pour passer de la biomasse au stock de carbone, il faut juste diviser par deux, hein, à la louche, hein. Voilà. Voilà, donc on a des extrapolations qui existent aussi à l'échelle de l'Amazonie. Donc là, vous avez une étude de 2006. Ce sont des méta-analyses. Donc là, je vous ai mis les points. Donc là, l'extrapolation a été faite sur les données du sol. On a sans surprise un gradient, des gradients nord-sud qui sont liés donc avec moins de biomasse quand on a moins d'eau, quoi. Hop. Euh, Alors, si on regarde un petit peu l'évolution de ce bilan, tout d'abord, il faut quand même bien rappeler que c'est absolument pas normal qu'une forêt tropicale soit un puits de carbone. Normalement, une forêt tropicale qui est donc non perturbée, qui est à l'état d'équilibre, elle est censée avoir un bilan qui est nul. Donc, c'est bien parce qu'on a un changement du paramètre de l'équilibre, qui est l'augmentation du CO2 de l'atmosphère, et qu'on est en transition entre deux états d'équilibre, celui de l'ère pré-industrielle, le début du XXe siècle, jusqu'à donc aujourd'hui. Euh, quand on change, c'est au cours de ce changement que les forêts stockent du carbone, en fait. Donc, rapidement, ce qui se passait à la fin du siècle,
pour vous montrer un petit peu comment se fait un bilan biomasse en above ground biomass. Donc, on a ici 6 parcelles euh, qui font 6 hectares 25, qui ont été mesurées entre 10 et 15 ans. Donc, vous avez le bilan ici, donc c'est les petits points blancs, en fait. Vous voyez qu'il y a une certaine variabilité entre les parcelles. C'est toutes des parcelles du même dispositif, mais il y a une variabilité. Donc, avec une parcelle, la parcelle 1, on a un bilan qui est égal à 0, et une parcelle 15, dont le bilan qui est supérieur à 2 tonnes de stockage de biomasse par hectare et par an, en fait, hein. C'est un bilan qui est annuel ici. Voilà, donc, c'est quand même des différences très importantes. Je veux attirer votre attention là-dessus. Euh, En fait, on a une variabilité locale qui est liée à la dynamique forestière importante de ce bilan, en fait. C'est pour ça que quand on donne des résultats sur des bilans UMAS, il faut avoir beaucoup de données. Là, c'est quand même déjà des grosses parcelles, mais malgré tout, ça ne suffit pas. On a une grosse variabilité, en fait. Voilà. Et cette variabilité, je passe rapidement, elle est liée en fait à la mortalité. Vous voyez ici que le recrutement, qui sont les barres au-dessus du zéro, que le recrutement et la croissance sont à peu près stables sur les parcelles ici en gris, là, qui sont les parcelles témoins. Alors, et la mortalité qu'on voit en dessous, en plein gris clair, varie beaucoup en fait. Et c'est elle qui fait les différences de bilan à la fin en fait. Voilà, donc je passe. Euh, donc, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au XXIe siècle, sur tout notre dispositif Guiafor, le bilan, c'est qu'on stocke 1 tonne de carbone par hectare et par an. C'est très variable entre les parcelles, comme je viens de le dire, même sur le même dispositif, mais on a encore des forêts qui stockent en Guyane française. Les mesures de la tour à flux sur la même durée, en fait, montrent un bilan qui est de 3 tonnes de fixés par hectare et par an, ce qui est relativement très élevé, en fait, hein. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment beaucoup. On ne sait pas vraiment pourquoi. L'hypothèse, c'est qu'on a le sol qui stocke beaucoup plus qu'on ne pense. Euh, et l'autre hypothèse, c'est que le morceau de forêt qui est sous l'empreinte de la tour à flux est une forêt qui est plutôt jeune, qui est donc en train de grossir, mais de manière juste parce que c'est de la dynamique forestière. Bon, ceci dit, ça fait quand même 60 hectares, l'empreinte de la tour. C'est quand même beaucoup de milieux très différents. Bon, a priori, voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais l'hypothèse parcimonieuse, ce serait plutôt que ce serait un stockage dans le sol qui est plus important qu'on ne croit. Voilà. Si on fait des bilans à l'échelle continentale, donc vous le savez sûrement déjà, mais le puits de carbone qu'on observe, en tout cas en Amérique, est en train de s'assécher, j'ai envie de dire. Les bilans commencent à être nuls. Et ces bilans sont liés à la variation de la mortalité. C'est parce qu'on a plus d'arbres qui meurent qu'on a des bilans de CO2, de carbone qui vont être nuls. Voilà. Euh, et donc, ce n'est pas tout à fait le cas dans les forêts africaines où on a un stockage qui perdure, qui est à peu près stabilisé. Et vous le voyez, c'est encore sur. Donc là, les forêts africaines, c'est la partie bleue des graphes, en fait. Euh, l'Amazonie, c'est la courbe marron. On a donc un stockage qu'on a en Afrique, qu'on n'a plus en Amazonie. Voilà. Et c'est également lié à la mortalité qui n'augmente pas tant que ça en Afrique. Voilà, donc là, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, c'est bien dommage. Euh, voilà, donc les prévisions en fonction du futur climat, qui sont a priori, on utilise des modèles. Donc là, je vous en présente deux qui arrivent à prendre en compte des paramètres climatiques et qui donc essaient de simuler la forêt. Donc là, c'est le modèle Formine qui est un gap model. Et donc, vous voyez ici, vous avez euh, les précipitations annuelles et l'AGB des écosystèmes, précipitations en bleu et température en rouge. Voilà. Vous avez le point noir, c'est là où on se situe aujourd'hui sur le graphe. Et vous avez a priori les tendances d'évolution, c'est la flèche orange. Donc, vous voyez que ce soit pour les précipitations ou pour les températures, d'après les modélisations qu'on a faites, on va aller vers des forêts qui ont moins de carbone, en fait. Donc, on va aller vers un déstockage, mais ça va être un déstockage jusqu'à 25% en fait, de la biomasse pour le scénario plus 3 degrés, en fait, hein. Voilà, un second modèle, donc là, c'est un modèle où les individus sont tous indépendants, qui est basé sur les traits des espèces. Voilà, donc là, c'est juste on a à peu près les mêmes tendances.
C'est juste que là, ce modèle-là, avec une analyse de sensibilité entre trois facteurs climatiques, montre que la température, l'augmentation de température est le facteur qui a le plus d'impact sur la variation en fait, prédite par le modèle de la biomasse. Voilà. Et donc, enfin, c'est confirmé par d'autres modèles à l'échelle de l'Amazonie, ce qu'on n'a pas forcément en Afrique, en fait. Alors, sur la diversité, je vais essayer de prendre une minute, pas plus. Sur la diversité, en fait, la chose importante que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Euh, En gros, tout d'abord, la diversité, elle n'est pas complètement connue. On a des connaissances très partielles sur les espèces. Il faut savoir que, bon, je l'ai pas redit, mais on a 1800 espèces d'arbres inventoriées, enfin déjà vues une fois en Guyane française. Il y en a 2200 qui sont estimées, en fait, en termes de diversité. Et donc, on en a à peu près 150, on a ouais, 150 espèces par hectare en fait. Donc en fait, c'est très 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 compliqué de connaître toutes les espèces et encore plus de connaître les interactions qu'il peut y avoir en termes euh, de peuplement. Si une espèce disparaît, est-ce qu'il y en a une autre à qui ça profite, etc. Euh, voilà. Euh, Donc, je vous ai montré des études sur la démographie. Donc, ces études-là concernent des panels de plusieurs types d'espèces, hein. Donc, on peut avoir une idée on voit bien qu'il y a des espèces qui réagissent mieux que d'autres, hein. Euh, mais bon, ce résultat repose sur des espèces qui sont plutôt abondantes. Et puis, nos modèles, en fait, les modèles dont je vous ai présentés ne sont pas encore très, 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 très performants. Mais bon, ça arrive, en fait, hein. On a euh, notamment enfin, des modèles qui sont capables maintenant de prendre en compte autant d'espèces qu'on veut quasiment, parce qu'ils sont basés sur des traits, et puis qui peuvent, depuis juste quelques années, là, enfin l'année dernière, prendre en compte l'humidité du sol et donc des facteurs climatiques. Voilà, donc du coup, quand on essaie de comprendre quel va être l'impact du changement climatique sur la diversité, on va étudier les traits des espèces, c'est-à-dire, euh, et uniquement ça, en fait, on commence par ça en tout cas. Donc en gros, un trait, c'est une euh, caractéristique physiologique, on va le dire comme ça, d'une espèce. Donc là, on va choisir des traits qui sont liés donc, à la vulnérabilité hydraulique des plantes. Donc là, on a un trait qui s'appelle le P50, enfin le potentiel hydrique. Euh, et le P50, c'est le potentiel hydrique qui provoque pour un organe la perte de 50% de son fonctionnement par embolie, parce qu'en fait, c'est quand on augmente cette pression, enfin, quand on la diminue dans les négatifs, on l'augmente en valeur absolue. En fait, on va tendre un petit peu on va essayer cette pression va faire sortir l'eau des feuilles ou des tiges, et ça va finir par rendre la feuille ou la tige inefficace. Voilà, bon. L'idée, c'est que ça nous permet, quand on prend des traits qui sont, dont les facteurs sont liés au milieu, donc là, comme le potentiel hydrique, une fois qu'on a la valeur des traits, on peut la comparer à la valeur réelle observée sur le terrain. Euh, voilà, donc rapidement ici, ça c'est une étude où on a calculé les P50 de différentes espèces. On voit qu'on a certaines qui sont plus vulnérables que d'autres. Et quand on les compare à ce qu'on observe, on voit que toutes les espèces ont plutôt encore des marges par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui. Voilà. Donc on peut faire la même chose avec Donc ça, c'est des traits qui sont liés donc à la circulation de l'eau. On peut faire. Alors, ça, c'est valable pour le moment, sachant que c'est des études qui sont basées sur le climat qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ce sera suffisant pour le climat futur? Ça reste encore quelque chose à voir, en fait, bien entendu. Donc, on peut faire la même chose pour la température, hein. Et donc, on observe à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on a des marges qui sont encore valables. Donc là, on a regardé quatre poules d'espèces, des poules d'espèces qui sont que en canopée, donc que en sous-bois, et puis des petits individus qui sont en canopée, mais qui sont pas en sous-bois. Donc, on voit que, bon, les, la tolérance enfin, la vulnérabilité thermique est indépendante de la vulnérabilité hydraulique. Et surtout qu'on a donc, c'est le graphe de gauche, des marges qui existent et qui sont beaucoup plus importantes dans le sous-bois, bien entendu, parce que dans le sous-bois, les valeurs observées de température sont beaucoup plus faibles qu'en canopée, qui correspond donc au boxplot C là. Voilà, donc
Donc sur la diversité, on balbutie, voilà. On s'est beaucoup intéressé à la résilience des arbres à la sécheresse parce que c'est ce qu'on nous prédisait. Maintenant, et puis à la vulnérabilité thermique. Et maintenant, on commence à s'intéresser, et donc c'est un front de science, à la vulnérabilité des espèces, à l'anoxie, c'est-à-dire au trop d'eau, à l'engorgement, qui a donc a priori provoqué donc l'assèchement de 9 000 hectares de forêt en Guyane en 2023 en fait. Voilà, voilà. Je ne vais pas aller plus loin du coup, et je vais essayer de laisser, voilà, désolé, euh, j'ai débordé amplement. Merci beaucoup. C'est pas du tout grave de déborder, vous inquiétez pas, on a le temps, hein. Nous, on a fini notre journée, entre guillemets. Du coup, Oui. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas. Euh, mais du coup, enfin, après, là, il faut que je vais voir peut-être dans le chat pour répondre à certaines questions, si certains en ont posé ou pas, ou c'est possible ça, ou si c'est vous qui les posez, peut-être. Hop. Alors, vous pouvez avoir des questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions-réponses. Donc, soit vous les ouvrez et vous répondez directement, soit on les pose. C'est comme vous le souhaitez. Bah là, vu que je n'arrive pas à avoir accès à... J'arrête peut-être le partage ou je Vous vois pouvez plein de... arrêter le partage ou si vous voulez, on va les poser. Oui, allez-y, posez-les, ouais. Comme ça, je Alors pourrais là, quand même montrer les c'est une diapos. question. Est-ce qu'il y a des études qui évaluent l'impact de la faune entomologique sur la santé des arbres et en plus des critères climatiques? Alors, là, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on a des insectes qui vont attaquer les arbres et donc qui vont être renforcés par le réchauffement climatique. Alors, en forêt, la forêt de... Parce que j'ai parlé de la forêt tropicale humide, qui est la grande majorité de la forêt en Guyane, mais aussi on a des forêts de mangroves. Donc, dans les forêts de terre ferme, donc la grande majorité de ce que je vous ai parlé là, on n'a pas de connaissance d'impact d'insectes sur des peuplements et même sur des espèces, je ne suis pas sûr. Il y a eu quelques études sur les insectes qui mangent les feuilles, mais on n'a pas on sait à peine comment ça fonctionne, donc on serait bien incapable de dire comment ça pourrait fonctionner sous les effets du changement climatique ou quel est. Par contre, en mangrove, qui est un système beaucoup plus simple, où on a trois espèces, on sait déjà que les mangroves sont soumis à des défoliations qui sont liées, certaines très connues parce que c'est un papillon qui ensuite va pouvoir impacter les populations parce qu'il a des épines, enfin les femelles ont des épines. Euh, donc il y a des épisodes de papillonite. On sait en fait en mangrove qu'on peut avoir donc des grosses attaques d'insectes et qui sont plutôt favorisées par les bonnes températures. Donc j'en ai pas du tout parlé. Il faudrait faire une conférence et pas avec moi, avec d'autres personnes sur les mangroves, mais les mangroves sont impactés par le changement climatique. Les mangroves peuvent brûler en fait et peuvent aussi être inondées en fait. Voilà. Même si on imagine ces milieux qui sont habitués à l'eau et être toujours dans l'eau, mais en fait, il peut y avoir des inondations et des anoxies en mangrove, tout comme il peut y avoir des feux. Alors ensuite, une question. Quel est le cycle d'exploitation du bois en forêt? Est-ce que le nombre d'années est uniquement basé sur le temps que la forêt met à récupérer sa biomasse originale? Ou y a-t-il également d'autres facteurs pris en compte, comme l'impact sur la biodiversité par exemple? Alors, donc, bah, je vous remercie. La question, ça, c'est ma thématique de recherche, hein. Euh, Là, je suis sorti un petit peu de ma zone de confort pour parler de climat. Donc, en forêt, pour l'exploitation de la forêt tropicale, ici, on apprend en marchant, en fait. Donc, on essaie d'appliquer le principe de précaution. Là, la rotation, donc le temps entre deux coupes, il est de 65 ans. C'est très conservatif par rapport à ce qui se fait ailleurs en forêt tropicale, hein. Vous avez des forêts certifiées FSC qui sont à 30 ans de rotation. Nous, on considère que c'est vraiment pas assez. Et même 65 ans, on est en train de se demander si c'est assez. Alors, comment on a fixé 65 ans? C'est avec des modèles qui commencent à dater d'ailleurs, qui étaient ciblés sur l'espèce phare qu'on a ici en Guyane, des modèles qui datent des années 2010, on va dire, et qui fixait en fait, il y avait deux types de modèles qui ont été utilisés, comme 65 ans, le temps nécessaire pour que l'espèce, en particulier quand on l'a récolté, récupère le stock de bois. Les dernières études qu'on a, mais qui méritent d'être confirmées tout de même, hein,
d'un étudiant en doctorat qui a soutenu l'an dernier, c'est qu'a priori, cette rotation 65 ans ne serait pas assez longue. Voilà. Voilà. Donc, le critère, il est précautionneux et il repose juste sur un résultat de modèle lié à une espèce. Mais il est très conservatif par rapport en tout cas en ce qu'on fait en Guyane, hein, très conservatif par rapport à ce qui est fait ailleurs. Alors, autre question, l'hypoxie racinaire due à des excès de pluviométrie locale a-t-elle été documentée ailleurs en Amazonie? Alors là, je vais avoir du mal à répondre parce que c'est pas mon domaine, mais je sais que l'hypoxie racinaire liée à l'inondation, c'est quelque chose qui est peu connu, mais y compris en milieu tempéré. Enfin, on sait à peu près grosso modo, mais tous les mécanismes et comment les espèces peuvent s'adapter ou pas. Voilà. Donc, je sais qu'on ne sait pas grand-chose. Je sais que en Amazonie, vous avez vu sur les cartes de relief, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus lisse. Donc, il y a beaucoup plus de grandes surfaces de forêt qui sont inondées. Donc, j'ai envie de dire, enfin, c'est l'état naturel d'être inondé. Donc, je sais qu'il y a des adaptations, mais je connais très, très mal les travaux qu'il pourrait y avoir là-dessus. On s'y intéresse notamment pour les émissions de méthane parce que cette hypoxie, cette anoxie peut générer de la fabrication du méthane par les micro-organismes, en fait, qui doivent respirer sans oxygène. Voilà. Mais donc, je saurais pas répondre vraiment bien à cette question-là. Si tant est qu'on puisse y répondre, mais je ne suis pas très sûr. Donc, voilà, je préfère rien dire. Autre question, y a-t-il des nouveaux modes de gestion forestière à cause de ce changement climatique? Des plantations, par exemple, pour répondre à la demande en bois en Guyane. Alors, euh, c'est une très bonne question. En fait, l'impact croisé, changement climatique, l'exploitation forestière, on n'est pas encore du tout sûr de comment ça pourrait fonctionner. Alors, a priori, c'est plutôt aggravant, c'est-à-dire qu'en gros, si on exploite une forêt qui en plus est changement climatique, bah, la forêt est moins bien que si on ne l'avait pas exploitée. Grosso modo, c'est la tendance. Mais je ne voudrais surtout pas être péremptoire là-dessus. L'idée, c'est que si vous avez moins d'eau, et notamment de la concurrence pour l'eau, si vous avez moins d'arbres à l'hectare parce qu'il y a eu exploitation, vous pouvez aussi finalement avoir moins de concurrence pour cette eau-là. Après, l'effet inverse, c'est que si vous ouvrez plus, vous avez moins d'ombre. Donc, il y a plus de chaleur qui arrive au sol, etc. Et du coup, ça va perturber à la fois la régénération, mais aussi un petit peu la croissance des espèces autour. Donc, vous avez compris dans ma réponse qu'on est sûr de rien. Donc, de là à vous dire que je vais avoir des opérations civicoles qui vont me permettre de contrer l'effet du changement climatique, franchement, ce serait quand même, enfin, ce serait pas raisonnable. Euh, mais bon, on y travaille en fait hein, dans tous nos modèles qu'on fait tourner. Je sais pas, vous avez pu le voir sur les diapositives, peut-être que j'ai présenté trop rapidement là. Mais on a toujours des scénarios enfin, on a souvent des scénarios avec exploitation. Donc, on essaie toujours de voir les deux impacts. Après, avec ou sans changement climatique, au vu de la croissance démographique de la Guyane, on ne peut pas continuer avec un système uniquement basé sur la récolte de forêts dites non perturbées. Euh, il va falloir qu'on mette en place des plantations. On aurait même dû les mettre en place il y a un certain nombre d'années. Donc, on y travaille en recherche depuis déjà 2010 à identifier des espèces, à faire des protocoles de défriche aussi, de comment on fait pour déforester de manière sans massacrer le- 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 les sols et leur fertilité. Voilà, donc a priori, on est en train de se mettre à planter en Guyane. Le gros avantage de la plantation par rapport à une forêt naturelle, c'est que ça vous permet de faire un peu de migration assistée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir planter non pas les espèces, enfin des variétés au sein des espèces qui ont été issues de graines d'individus qui sont plutôt dans le sud de la Guyane où on a quand même aujourd'hui moins d'eau et qui pourraient potentiellement être plus adaptés. Voilà. Mais on en est encore très très loin. On en est encore très très loin. Voilà, voilà. On a une espèce pour le moment qui est étudiée en termes de variabilité intraspécifique vis-à-vis de ses capacités enfin, ses vulnérabilités à l'eau et à la température, enfin au manque d'eau et au excès de température. Et c'est parce que c'est l'espèce la plus récoltée en Guyane. C'est pas forcément une espèce qu'on va planter en plus. Donc on en est vraiment au balbutiement. Voilà.
Alors, un des participants souhaiterait savoir par curiosité quelle est la croissance moyenne en mètres cubes par hectare de la forêt guyanaise. Alors, en mètres cubes par hectare, en croissance, euh, alors, la question est peut-être pas assez précise, hein, je vais essayer de répondre. Alors, d'une part, si on parle d'une parcelle, euh, je l'ai montré tout à l'heure, hein, enfin, ça, c'est tous les résultats sur la croissance en biomasse. Ça correspond à des volumes de bois, en fait. Donc, nos parcelles, sous l'effet du changement, de l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, grossissent. Mais a priori, une parcelle avec des arbres qui meurent, etc., va être à l'équilibre en termes de croissance. Alors, si la question, par contre, c'est pour les arbres vivants, à combien de vitesse ils poussent, euh, je dirais que ça va, c'est très variable, bien entendu, en fonction des espèces, mais en moyenne, je crois qu'on a 1 mètre cube par hectare et par an, mais je ne remettrai pas ma main au feu, en fait. Mais on a des espèces qui vont, notamment des espèces qu'on récolte, hein, qui grandissent très très peu, hein. On est sur en accroissement diamétrique, on est de l'ordre en dessous du millimètre, hein, parfois en dessous des 2 millimètres, hein. Ça va très 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 lentement. Quand les arbres atteignent la canopée, ils ont un regain de croissance en diamètre, mais c'est très très lent en fait, hein. Et c'est la base enfin en tout cas pour les espèces qu'on récolte, c'est très très lent. Voilà. Alors, autre question. En ce qui concerne le dépérissement, dans quelle mesure se différencie-t-il de la mortalité naturelle, estimée à environ 0,98% par an en région amazonienne? Alors, ouais, je suis passé très vite, mais grosso modo, les dépérissements qu'on a observés là, c'est 90% des arbres qui sont morts, hein. Et ils sont morts la même année. Donc c'est une mortalité catastrophique qui n'a rien à voir avec une mortalité classique. Euh, Puisque j'en parle, on a fait des calculs sur un coin de table. C'est 9000 hectares où on perd 90% de la biomasse. Pour la récupérer sur la même année, il faut que j'aille trouver 1,5 million d'hectares de forêt qui va faire son stockage classique de 1 tonne par hectare et par an, en fait, là. Donc, ça fait quand même un impact énorme sur le bilan même de la Guyane, hein, quand même, hein, parce qu'en Guyane, on a 8 millions d'hectares. Voilà, donc là, c'est 9000 hectares de dépéris. Bon, c'est beaucoup. Mais si ça augmente, ça va vite faire passer la Guyane en une zone de source de carbone et non pas puits de carbone. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Après, sur la mortalité, oui, 1% des arbres qui meurent, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est un petit peu plus quand même, en Guyane. Enfin, de ce que j'ai en tête, des chiffres de dynamique forestière ici, en fait. Oui, vous avez Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Je ne sais pas, Violette, si toi tu en as. Pas de bon côté et pas sur les réseaux, du coup, pour l'instant, je crois qu'on n'est pas si mal. Et il y a la personne qui vient de vous remercier d'avoir répondu à sa question. D'accord. Avec J'ai plaisir. juste ça. Ok. Euh, ok. Je ne sais pas s'il me reste Bah, 1 minute, je peux peut-être juste faire la conclusion que j'ai pas vraiment eu le temps de faire. Euh, oui, bien sûr, pas de souci. Grosso modo, enfin que j'ai pas pris le temps de faire. Donc du coup, grosso modo, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on a un changement climatique sur les tropiques qui sera beaucoup plus ample qu'en milieu tempéré. Donc, je n'ai pas fait de zoom sur les cartes, mais les cartes mondiales, vous voyez bien qu'en Europe, notamment, on va avoir peu d'impact, hein, relativement à ce qui va se passer. Et non seulement c'est plus ample sous les tropiques, mais ce sera très très ample en Amérique par rapport à l'Afrique, en tout cas de ce qui est prévu. Euh, A priori, je ne l'ai pas du tout abordé, mais enfin si je l'aborde en introduction, mais le problème principal des forêts en termes d'émissions, c'est le changement d'usage des terres, hein, c'est-à-dire la disparition des forêts ou la dégradation des forêts. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler, hein. Enfin, c'est un problème qui est plus facilement réglable, hein, on va dire. En tout cas, on a une prise directe. Mais bon, malheureusement, même si on n'a pas ces réductions de surface,
on va quand même, grosso modo, vers un déstockage et une baisse de productivité. Alors la forêt va, ce que nous disent les résultats sur la diversité, ce qu'on a regardé sur la vulnérabilité à la sécheresse, la vulnérabilité à la température, c'est qu'on n'a pas des espèces qui sont en danger de mort, j'ai envie de dire, mais leur efficacité, elle, va se réduire. Et notamment, il y a une question qui est importante, c'est l'optimisation de la photosynthèse qui se fait autour de 27 degrés pour des milieux tempérés, pour des arbres de milieux tempérés, et autour de 30 degrés pour des arbres de forêt tropicale. Donc aujourd'hui déjà, pendant une journée de saison sèche, on a des températures au niveau des feuilles dans la canopée qui montent au-delà de 30 degrés, hein. Donc en fait, là, les arbres ferment leurs stomates et se mettent en veille, on va dire. Si ces laps de température durent plus longtemps dans la journée ou arrivent plus souvent au cours de l'année, on va avoir une baisse de rentabilité de ces forêts-là qui, donc, d'après toutes les prédictions, vont donc fonctionner plus lentement et donc avoir moins de biomasse, en fait. Voilà. Euh, voilà, donc, bon. Après, en forêt amazonienne, donc, je l'ai vu, c'est quelque chose qui est maintenant établi. On n'a quasiment plus de puits de carbone, hein. On est quasiment à l'équilibre. Donc, nous, en Guyane, c'est un peu particulier. On a encore des forêts qui stockent, mais peut-être parce qu'on est proche de la mer et qu'on a plus d'eau. Mais à l'échelle de toutes les parcelles amazoniennes et toutes les études le montrent, on a donc le puits de carbone et on va dire n'existe plus. Voilà. Et puis sur la biodiversité, donc vous avez compris qu'on ne sait pas grand-chose. Donc rejoignez-nous, venez faire de la recherche sur les forêts tropicales. On a beaucoup besoin de personnes. Bon, il manque aussi des moyens pour payer les gens, hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, c'est quand même des. J'espère que j'aurais éveillé la curiosité de certains d'entre vous, en fait. Mais voilà, donc on a des pans entiers de recherche qui sont devant nous, avec des choses qui sont, j'espère que vous avoir convaincu aussi, qui sont quand même aussi, voilà, c'est des vraies découvertes je veux dire, qui peuvent avoir un vrai impact, qui peuvent apporter des réponses à des grosses questions. Voilà, voilà. Je vois des petits cœurs qui s'envolent, en fait. C'est c'est Oui, merveilleux. oui, plein de réactions. Violette, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Pour vous informer, on est monté jusqu'à 28 personnes au maximum dans le chat. Du coup, il y a eu du monde par rapport à d'autres. C'est notre dernière conférence de l'année et de l'ancien bureau. Du coup, c'est une conférence un peu particulière pour nous. Et merci en tout cas de tous les gens qui se sont connectés. Merci beaucoup d'avoir été là. Peut-être que vous voulez finir sur quelque chose. Non, 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 ben, merci à vous et bravo pour ces initiatives-là. C'est très sympathique ce type de conférence. J'avoue à ma grande honte que je ne connaissais pas. Mais du coup, je vais essayer de suivre un petit peu mieux maintenant. Merci à vous et puis à bientôt en Guyane peut-être. Voilà. Si vous souhaitez, on a tous nos réseaux sociaux, France IFSA ou IFSA France, en fonction des réseaux sociaux. Et toutes nos conférences sont accessibles sur le YouTube, si vous voulez aller revoir lorsque on les a traitées. Des fois, ça met un peu de temps, j'avoue. Merci Ouais. beaucoup, en tout cas. Et Merci à vous. très bonne continuation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir, je mets fin au webinaire.